Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre aide et de votre présence et à partager avec vous le plaisir de la présence de M. Patrick Goé, qu'on ne présente plus, mais dont on peut dire quand même qu'il a été directeur de l'UNAPI, et puis il est passé de l'autre côté, il a été à l'IGAS. Je salue son rôle auprès du défenseur des droits, qui me paraît extrêmement important. Et il est aujourd'hui président de la FIRA. Et le GPF est très content d'avoir rejoint la FIRA récemment, et merci de cette... Est-ce que vous voulez rester à votre place ou venir... venez là. Merci pour votre invitation. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler. Alors effectivement, j'ai succédé à Axel Kahn, qui quand même a marqué cette fondation, la FIRA. Un mot quand même sur la FIRA. N'oublions pas que c'est une création des associations concernées elles-mêmes. Et Axel Kahn a apporté à cette démarche sa caution d'éminents scientifiques. C'est important. Puis vous devez sans doute, certains d'entre vous, avoir travaillé avec Philippe Chervin, le secrétaire général, qui n'est pas là, mais que je tiens à citer car il est une des pièces maîtresses du dispositif. Alors je vais aussi m'exprimer devant vous en ma qualité de vice-président de la Fondation Jacques Chirac. Parce que la Fondation Jacques Chirac a un siège. Alors c'est une structure qui est gestionnaire d'établissements et de services, mais qui a un remarquable conseil scientifique, qui est présidé par le professeur Fraisse de Toulouse. Et je vous adresse une invitation. Tous les 2 ans, ce conseil scientifique organise un colloque. Et le prochain colloque a lieu le 8 décembre à l'Assemblée nationale. Vous pouvez, en ayant recours aux données d'Internet, vous y inscrire. C'est pas encore ouvert, mais ça le sera assez rapidement. Et c'est dans la perspective des Jeux Olympiques, c'est sport et handicap. Et Amélie Le Fur est la présidente d'honneur de cette manifestation. Donc, l'invitation vous est adressée. Un mot sur le titre de votre rencontre et de vos échanges. J'ai retenu 3 maîtres mots. Le polyhandicap, quand on se penche sur le sujet, on fait progresser beaucoup de choses, et notamment le vocabulaire. Le sens, notre société qui perd un peu la tête en a besoin, et quand notre société fait un effort pour regarder comment le handicap peut être assumé tant par les familles que par les professionnels, ce mot « sens » prend de la consistance. Ensuite, il y a « accompagner ». L'accompagnement, c'est la réponse maîtresse à la question du handicap. Et c'est forcément une réponse multiforme. J'y reviendrai dans 30 secondes, car le handicap est une réalité multiforme. Et puis, il y a l'autodétermination. Que vous reteniez ce mot pour un colloque concernant les personnes polyhandicapées, multihandicapées, etc., c'est aussi très fort. C'est aussi très fort. Et dans les instances qui représentent le monde du handicap, je pense en particulier au CNCPH, votre place est très importante parce que vous légitimez par votre présence beaucoup de choses au CNCPH. Et ça, je l'avais constaté quand j'en avais été le président aussi. Et puis, c'est un lieu où il faut discuter. Et peut-être qu'on ne discute pas toujours assez. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? En fait, moi, je vais contextualiser tout ça. Enfin, en tout cas, je vais essayer de le faire. D'abord, je voudrais qu'on place nos réflexions, nos échanges sur ce qu'est l'équation de la vie, au fond. Au-dessus de la barre de l'équation, il y a l'aspiration. Et l'aspiration première,
de tout individu, de toute personne, c'est l'autonomie, la plus forte et la plus longue possible. Et sous la barre de l'équation, vous avez le besoin que nous partageons toutes et tous à tous les âges de la vie. C'est l'accompagnement. L'équation de la vie, alors, on peut développer puis trouver d'autres mots, hein, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, mais je place cette question de l'équation de la vie comme premier élément de nos réflexions. L'autonomie et l'accompagnement. Maintenant, un peu d'histoire. Parce que, en Allemagne, la politique du handicap, elle a été décidée par les pouvoirs publics. C'est sous la révolution conservatrice de Bismarck. En France, c'est tout à fait différent. En France, ce sont les intéressés eux-mêmes qui ont demandé au pouvoir public de ne pas les oublier. Et cette politique, elle a franchi plusieurs étapes. D'abord, comme les premiers à avoir demandé quelque chose au moment de la Première Guerre mondiale et au moment de la révolution industrielle de l'époque, qui faisait des ravages dans la population, en particulier ouvrière, la première étape, ça a été celle de la réparation. Ensuite, c'est la Première Guerre mondiale, c'est la révolution industrielle qui s'approfondit. Il y a les populations, les malades de la polio, les parents d'enfants handicapés mentaux, les malades de la tuberculose, qui introduisent un autre mot, c'est le mot réadaptation. C'est à ce moment-là que l'Association des paralysés de France, l'UNAPI, naissent. J'insiste parce que ça veut dire que déjà, on voit apparaître la multiplicité des formes de handicap. Et puis ensuite, on a, après l'élection de François Mitterrand et l'élection d'une majorité socialiste à l'Assemblée nationale, il y a un autre mot qui s'installe dans notre paysage, dans notre vocabulaire, c'est l'intégration. Et puis, après sa réélection, Jacques Chirac, qui a fait beaucoup de choses sur la question du handicap, les lois de 75, les fameuses lois de 75, la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, vous voyez, comme le vocabulaire a changé, en faveur des personnes handicapées, il était Premier ministre. La loi sur les institutions sociales et médico-sociales, publiée le même jour que celle dont je viens de parler, ça c'est aussi un dispositif très important puisque on structure les institutions, les services. Ça avait été un petit peu la génération spontanée, parce qu'il y avait un gouvernement qui s'y intéressait, parce qu'il y avait des groupes de parents, des groupes de personnes qui agitaient la société. Donc, la réadaptation, l'intégration, et au début de ce siècle, finalement, la société se dit, le handicap, c'est quoi? C'est un moins qui est compensé par un plus, et donc, le mot qui va s'imposer pour arriver au signe égal, c'est la compensation. Et ce qui est le ressort de la loi du 11 février 2005, c'est cette notion-là. C'est la compensation. Et puis, mon ami Charles Gardou veut aller plus loin. Et donc, il porte au nu le concept d'inclusion. On a un débat entre lui et moi. On a un débat sur l'effet systémique du mot inclusion. Je suis en train d'ailleurs, petit à petit, il me rejoint un peu, oui. Mais ça, vous ne lui direz pas, parce que non, c'est un grand acteur du secteur, par ses idées, son écriture, et puis sa posture quand il parle de tout ça. Simplement, il faut se préoccuper des effets systémiques des mots que l'on emploie.
J'ai été secrétaire général d'Inclusion Europe pendant 9 ans. Et j'ai vu à quel point les deux langues dominantes avaient leur importance et pesaient lourdement dans les politiques qui sont pratiquées, l'anglais et le français. Il faut vraiment être... il faut réfléchir aux effets systémiques des mots. Ce que je crains à propos mais je pense qu'on en prend conscience et qu'on va dans le bon sens. On a voulu peut-être pas, on a été conduit à privilégier de s'occuper des handicaps qui, socialement, assez facilement légitiment le mot. Et je considère que, par conséquent, on n'a pas fait suffisamment pour le polyhandicap et les handicaps sévères. Et quelqu'un parlait tout à l'heure de la CNH. Après le discours du président de la République, comme beaucoup d'autres, on s'est croisés et il me dit alors, eh bien je lui dis c'est toujours le même problème. C'est très bien, c'est très bien. Il y a des annonces, les annonces que vous aviez faites, elles ont été largement tenues, donc la crédibilité de votre propos est incontestable. Mais quid du polyhandicap, vous n'en avez pas dit un mot, et quid de l'avancée en âge des personnes handicapées? C'est une honte que la société française ne s'empare pas de ce sujet majeur. C'est l'avancée en âge des personnes handicapées. Alors, voilà pour l'histoire. La réparation, la réadaptation, l'intégration, la compensation, l'inclusion. Mais souvent, j'ai dit à la secrétaire d'État, Mme Cluzel, marions les deux derniers mots. La compensation étant le moyen de réaliser l'inclusion, sous toutes ses formes. Dans le contexte, tout d'abord, moi j'insiste toujours sur le fait que le handicap est une réalité multiforme, en nature et en degré. Et en préparant ma petite intervention, je pensais à M. et Mme Fèvre. Et je me souviens de M. Fèvre, Mme Fèvre, qui très souvent insistait, une fois qu'il avait pris la parole. Vraiment, on leur doit beaucoup. Poly, pluri, multi-handicap. Alors au début, les spécialistes disaient « Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter là ?» Et en réalité, je tiens à leur rendre hommage, c'est ici qu'il faut leur rendre hommage à M. et Mme Fèvre. Ils poussaient les feux pour être sûrs qu'il y aurait bien un minimum de choses qui seraient retenues. Et tous les deux, ils n'avaient pas leur pareil. Ensuite, ce que je veux mettre en relief dans mon propos, c'est que chaque personne en situation de handicap a besoin d'une réponse qui soit adaptée, qui soit durable et qui soit évolutive. Ce sont les trois conditions pour que la politique du handicap soit efficace et en lien étroit avec la réalité de la vie de la personne en situation de handicap. Il y a aussi la place et le rôle de la famille, des institutions, des professionnels et de l'environnement. Il ne faut pas perdre de vue les 4 éléments de notre environnement et qui sont de nature à créer des difficultés et de l'inégalité. Donc on a besoin d'une politique égale sur l'ensemble du territoire. Les inégalités territoriales sont considérables. Quand j'étais délégué interministériel, j'ai inauguré quelques MDPH. Et j'en cite toujours 2 qui ont leur valeur, qui ont sans doute depuis évolué. Mais 2 départements, les Hauts-de-Seine et les Ardennes. Qu'est-ce que vous voulez? Les Ardennes tirent le diable par la queue, et puis les Hauts-de-Seine, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des difficultés, mais pas de cette nature-là.
Et c'est ce que justement, dans le bref échange que j'ai eu avec le président de la République, je dis, ça, c'est quand même un phénomène important. Et ces inégalités territoriales ont pour effet des injustices sociales. Il y a aussi la question de la fracture numérique, parce qu'il y a encore des zones dans le pays où on peut recourir au numérique à minuit, 1h du matin, dans des régions montagneuses, frontalières de zones très rurales, enfin, etc., etc. Et puis, il y a la dématérialisation. Personnes en situation de handicap intellectuel, par exemple, mais tant d'autres. La dématérialisation est un véritable fléau. Nous avons besoin d'avoir des interlocuteurs qui nous expliquent, qui nous comprennent. Moi, j'ai beau taper sur l'ordinateur à droite, à gauche, je sens qu'il ne comprend rien. Ben, non, je blague, mais je pense que c'est un véritable... c'est un défi pour nos sociétés. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'opère. Il y a un engouement pour les technologies nouvelles. C'est une étape de l'existence humaine, le numérique. Donc, il faut l'intégrer, et puis il y a un aspect ludique, etc., etc. Mais ce n'est pas sans effet. Il faut s'appuyer sur deux textes fondamentaux. La loi de 2005 et la Convention internationale. La loi de 2005, moi j'étais délégué interministériel à l'époque, moi j'avais été nommé délégué interministériel par le président de la République de l'époque, après sa réélection, justement pour, avec toute une équipe, réaliser ce changement législatif. Les trois mots de la loi sont importants. Les droits. Les droits. Ça veut dire que la personne en situation de handicap et tout ce qui l'entoure, la personne en situation de handicap est un membre à part entière de la cité. Les droits. La participation. C'est-à-dire qu'il faut aller le plus loin possible dans la possibilité donnée à la personne en situation de handicap de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, et qu'elle puisse adhérer à ce qu'on lui propose. Alors c'est important pour les professionnels, c'est important pour les familles, etc. Droit, participation, citoyenneté. C'est-à-dire l'exercice effectif de la citoyenneté. Et beaucoup ont dit quelle mesure démagogique que d'avoir donné le droit de vote à tout le monde. Je ne partage pas ce sentiment. D'abord parce que il peut y avoir un accompagnement, il y a la protection juridique qui est là aussi et qui doit remplir tout son rôle, mais d'avoir attribué ce qui est le premier élément de la citoyenneté, c'est-à-dire prendre sa part dans la désignation des responsables et dans le choix des politiques, ce n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas du tout anodin. Alors ensuite, on a la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Alors là, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Moi, à l'époque où la France a ratifié la Convention, j'étais délégué interministériel. Et j'avais un collaborateur qui représentait la France à New York. Donc on a suivi ça. Cette convention, elle est précieuse, elle est importante, mais elle a généré un système qui a besoin d'apporter la preuve de ce à quoi elle a pour vocation de répondre. Ce n'est pas facile pour les personnes polyhandicapées. Et je vais préciser mon sentiment. D'ailleurs, quand vous regardez les observations qui ont été faites par l'ONU et par le Conseil de l'Europe, ce sont des prises de position qu'il faut sérieusement prendre en considération, il faut sérieusement en tenir compte. Mais rien dans ces prises de position n'évoque
ou ne conduit à évoquer les plus lourdement handicapés. Parce que pour beaucoup, la réponse institutionnelle est le moyen de disposer de son autonomie. Or, j'ai beaucoup travaillé avec les instances de l'ONU et du Conseil de l'Europe. On nous cite un certain nombre de pays voisins du nôtre qui ont des qualités. Mais les personnes... Moi, j'ai visité dans un de ces pays une structure où on m'a dit qu'on accueillait les personnes lourdement handicapées, polyhandicapées, etc. Ces personnes-là étaient accueillies dans des structures où, par ailleurs, il y avait des personnes très âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, et parfois dans la même chambre. C'est ça qu'il faut absolument... C'est ici qu'il faut le dire, étant donné la population que vous représentez, que vous défendez, que vous accompagnez, etc. Il y a là un risque important. Et alors, il faut être positif. Le concept d'inclusion est né dans notre vocabulaire et dans notre manière de voir les choses récemment. Donc, le périmètre, il faut travailler sur le périmètre de l'application de l'inclusion, de l'inclusion. Et affirmer que l'inclusion doit également concerner les personnes polyhandicapées, les personnes lourdement handicapées, etc., mais à condition qu'on leur apporte ce qui leur est nécessaire, et que pour beaucoup, ce qui est nécessaire, c'est la réponse institutionnelle. Donc, j'ai eu aussi un échange très rapide avec, à la fin de la CNH avec le président de la République, en lui disant, les personnes polyhandicapées, dans votre propos, rien. Rien. Alors, c'est un redoutable politique. Il m'a dit, il vaut mieux tard que jamais. Je lui ai dit, bien sûr, bien sûr. Pour moi, et je lui ai dit, c'est comme le deuxième mandat commence, du coup, je vais partir avec beaucoup d'espoir. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? C'est... oui. En vous écoutant, je me suis dit, je l'ai ajouté en écoutant les différentes interventions, je me suis dit qu'il est un certain nombre d'acteurs du secteur, que ce soit sur le plan politique, sur le plan administratif ou associatif, qui veulent changer le paradigme. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, c'est une politique qui essentiellement est fondée sur l'offre. Et puis après, il y a la demande. Mais le moteur premier, c'est l'offre. Il faut changer ce paradigme. Il faut le changer totalement. Il faut que les politiques publiques, que ce soit de l'État, des collectivités territoriales, des institutions économiques, il faut que toutes ces structures inversent la problématique. Il faut partir de la demande et adapter l'offre à la demande. Alors c'est un changement considérable. C'est un changement considérable et ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Mais c'est fondamental. Et là, je pense que les personnes polyhandicapées, plurihandicapées, pour reprendre le vocabulaire de monsieur et madame Fèvre, je pense que ça ouvrira de manière plus forte, plus grande, les portes de la réponse. En tout cas. Et pour conclure, tout à fait. La politique du handicap, c'est du mieux-être pour tout le monde. D'abord, c'est une question de droit. À partir du moment où on estime, on confirme que la personne en situation de handicap est une personne à part entière, un citoyen à part entière, personne ne doit être négligé. Et puis ensuite, les efforts qui sont accomplis, les moyens qui sont donnés, c'est du mieux-être pour tout le monde. Alors on a des exemples classiques sur l'accessibilité, mais il n'y a pas que l'accessibilité. Il y a aussi la convivialité.
le savoir-vivre nos différences, y compris les plus profondes. Et ici, on en trouve la démonstration et la preuve. Merci. Merci beaucoup de cette belle conclusion. Et en fait, je n'ai qu'un regret, c'est que vous n'ayez pas entendu hier matin, mais on vous l'enverra, l'intervention de notre philosophe Fabrice Gzil. Si vous devez ne retenir qu'une seule chose, ce qui serait un gâchis épouvantable, mais si, il y a quand même ce qui a été dit par Fabrice hier matin pour commencer. Il a dit, il ne faut pas partir des idées, en l'occurrence c'était l'autodétermination, pour l'adapter au polyhandicap. Il faut partir du polyhandicap et adapter cela pour toute la société. Et sur ce mot magnifique, merci cher Monsieur Goët de votre conclusion, merci à vous tous, et on continue, puisqu'on est une team. Merci Madame Gaudreau.